des caractères aventureux qui vont évoluer et là, donc, dans ce deuxième temps, dire peut-être ce que sont les goûts, les intentions, les présupposés moraux de Jules Verne. Il me semble que c'est un travail de création qui est parfaitement maîtrisé. C'est ce que les recherches qu'effectue en amont l'auteur le prouvent. Mais une distingue, sans que ce soit, il n'y a pas besoin d'appareil clinique, il ne peut pas parler d'intelligence schizoïde, il distingue parfaitement en bon travail de création une raison élaboratrice qui va créer l'univers dans lequel vont évoluer ces personnages et des subjectivités singulières dans lesquelles vont se diffracter tous les éléments à travers ces personnages que Jules Verne veut mettre en avant. Et j'en dirai pas plus, mais en effet, au sein de ce deuxième temps, ces individualités créées, Nemo a, me semble-t-il, une place extrêmement particulière et très novatrice, notamment, juste pour avoir l'occasion d'en parler, en ce qui concerne les recherches cliniques de vente de 30 à 40 ans. D'accord, merci beaucoup. Voilà un premier regard important sur la raison déjà très particulière de Nemo et la conception vernienne de l'intelligence qui est forcément aussi le 19e siècle. On va y revenir. Jean-Yves, que peux-tu, toi, spécialiste en vernien, peux-tu évidemment nous parler, nous dire sur l'intelligence dont Jules Verne, toujours sur cette question-là. Oui, donc sur ce point-là, je reviendrai sur Nemo après la votre question. Je crois que Jules Verne a voulu créer un genre littéraire nouveau. C'était compliqué, ça n'existait pas, et de ce fait, il n'a pas été tout à fait reconnu, au moins par la République des Lettres, si on peut s'exprimer ainsi, de l'époque. Il était un petit peu déçu. Mais il a quand même réussi à créer ce genre, et juste pour faire court et simple, on peut le résumer ainsi, c'est le savoir en action. C'est un peu ça, son fil conducteur, essayer de transmettre un peu toutes ses connaissances encyclopédiques et diverses de son temps, qui était en grand mouvement au XIXe siècle, pour les mettre en action sous l'angle du roman, d'une littérature qui n'a pas été vraiment reconnue, mais qui est aussi empreinte de poésie qu'on réévalue aujourd'hui à un autre niveau. On se confirme bien dans cette idée d'une intelligence qui agit sur le monde. On n'est pas ici déjà dans une intelligence théorique, une intelligence du savoir ou de l'érudition, c'est pas ce que vous montrez Jules Verne, même si la bibliothèque du Nautilus est impressionnante, mais une intelligence de l'action. Alors moi évidemment, quand j'entends parler d'intelligence de l'action, je pense immédiatement, dans ma formation, dans le rapport que j'ai à la science-fiction, à l'action politique. Est-ce que l'intelligence chez Jules Verne est une intelligence politique? Est-ce que par exemple l'œuvre de Jules Verne vise à peut-être critiquer ou faire changer la société? Alors je vais me tourner, je vais temporairement sauter par-dessus les épaules, certes géantes, de Jean-Jacques Régnier pour atteindre directement Yves Frémion. Yves, dans ton rapport à l'œuvre globale de Jules Verne, sans encore rentrer tout de suite sur les mots, est-ce que d'abord tu sens cette intelligence entre guillemets politique ou pas du tout? Et est-ce que tu peux avoir un regard justement sur cette notion même d'intelligence d'action dans l'œuvre de Jules Verne? Bon, Jules Verne avait des idées politiques qui ont été réalisées par des essayistes, et en même temps, c'était pas le cœur de ce qu'il voulait dire. C'était une case dans la multiplicité de ces thématiques. Et effectivement, Nemo, c'est le personnage qui est le plus politique. En fait, ce que je connais, moi, je ne suis pas un vernien absolu, mais c'est le plus politique. Et c'est aussi, pour moi, le seul personnage qui... Parce que Verne est un grand créateur de personnages. Ces personnages, on s'en souvient même des personnages secondaires. Ces personnages sont très crédibles. Mais Nemo, il a une dimension de plus, c'est que il approche du mythe. Finalement, Nemo, c'est quelqu'un qui il a le désir d'être un maître du monde, mais il n'aime pas du tout le monde dans lequel il est. Donc il n'a pas envie d'être le maître du monde dans lequel il est. Donc il s'en fabrique un, qui est soit limité à son navire, soit limité à l'ensemble de la surface sous-marine. Et c'est très pratique d'être le maître d'un monde où on n'est pas trop embêté par les autres. Finalement, on rêve tous d'être le maître de notre monde.
D'ailleurs, j'en profite pour dire que vous êtes tous des acteurs, même au titre de figurants, de mon monde à moi. Et depuis quelques minutes, vous me voyez là, je deviens figurant du monde de chacun des personnes qui sont là. Et finalement, c'est ça que je ressens d'abord avec Nemo. En plus, il combine à la fois, bon, souvent Nemo a été mis en avant par des gens qui en font un libertaire. Mais les libertaires, c'est plutôt des gens qui agissent collectivement. Donc c'est un libertaire individualiste. Et en même temps, c'est vrai que c'est quelqu'un, tu évoquais sa bibliothèque par exemple, on évoquait son savoir, on évoquait tout ça. C'est quelqu'un qui a acquis manifestement, alors je ne sais pas s'il classe ça dans l'intelligence, en tout cas il a acquis une culture très au-dessus de celle de ses contemporains. Et donc, il se retrouve dans cette situation qui est celle de tous les gens qui ont une intelligence supérieure, c'est de vivre avec une intelligence supérieure dans un monde qui n'en a rien à ficher. L'intelligence ne sert à rien dans la société. Elle sert dans l'exercice d'un métier, surtout si on est scientifique ou si on enseigne, etc. Mais dans la société, c'est un handicap, l'intelligence. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne soyez pas trop intelligents si vous voulez vivre ensemble, mais ça ne sert à rien, c'est un handicap. Dans la plupart des sociétés, c'est un handicap. Si ça n'était pas un handicap, évidemment, nous aurions par exemple, puisque je parle de politique, nous aurions au sommet des différents États les gens les plus intelligents. Si c'était arrivé une seule fois quelque part, ça se saurait. Donc, quelque part, les éléments d'intelligence, de savoir et de culture de Nemo augmente le handicap qu'il a dans la relation qu'il pourrait avoir avec le monde dans lequel il vit. Voilà sa difficulté. Et c'est pour ça que quelque part il touche au mythe, parce que c'est un type de personnage qu'on pourrait rencontrer dans n'importe quelle civilisation, à n'importe quelle époque. Il y a eu des gens comme ça qui se sont retrouvés dans cette situation-là. Et dans l'histoire de l'art, par exemple, de la littérature, on voit plein de gens comme ça qui ont vécu très repliés sur eux-mêmes dans leur petit univers, parce que simplement, le fait de l'ensemble du savoir qui était le leur, de l'intelligence qu'ils pouvaient développer à partir de ce savoir, les mettait en situation de handicap social. Voilà. Ok. Surtout